Bon, on repart justement avec alors l'un des moteurs de cette reprise, en l'occurrence Pascal Houillon qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. J'ai mis au cœur de la transition numérique, donc CEO de Cegid. Idée de chiffre d'affaires, plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, on est à peu près à 500 millions l'année dernière, oui. Une belle croissance sur les dernières années. Il y avait un plan qui vous mettait à 700 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2021. Quand on s'est vu il y a quelques années, j'avais dit effectivement qu'au bout de 4 ans, on serait à 700 millions. Ouais. On va aller toucher fin 2021, début 2022. Mais en faisant des acquisitions alors. Moitié en organique et la moitié en faisant des acquisitions. Ça veut dire qu'en organique, ça marche très fort. Mais justement, on va en reparler, mais juste parce que c'est des chiffres. Moi, j'aime bien. Je parle sous ton contrôle, évidemment. 2 millions de déclarations fiscales, 4 millions de bulletins de paie, 75 000 magasins clients sur votre division retail. On va en parler, logistique et tout, parce que je pense que là, il y a des sources de rebond et 300 000 petites entreprises qui travaillent sur votre marché Ma Petite Entreprise, d'ailleurs. Oui, on a changé le nom il y a pas bien longtemps. Oui. Est-ce que tu vois dans l'ensemble, parce que là, tu es partout, une accélération justement de cette envie de digitalisation des entrepreneurs? Oui, bien sûr. On aurait pu parler des 10 millions de factures qu'on digitalise tous les mois. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la Covid qui est arrivée, il y a eu un coup d'accélérateur. Il y a des choses bien dans la Covid. Honnêtement, on a fait beaucoup de marketing pendant les 10 dernières années pour digitaliser l'économie. Et puis là, d'un seul coup, du fait qu'il y a une distanciation automatique, les gens travaillent depuis chez eux, ils ne veulent pas forcément voir en physique leurs clients, leurs fournisseurs. C'est en train d'exploser et les systèmes d'information n'étaient pas forcément prêts. Les personnes non plus. Et nous, ça fait plus de 10 ans qu'on prêche effectivement pour le cloud en France et sur nos marchés. Alors c'est ça la grande rupture, c'est qu'en fait je crois qu'on appelle ça des leapfrogs, des sauts de grenouille dans la technologie. C'est-à-dire on va directement en fait dans le cloud. Ça c'est une grande victoire pour vous parce que c'était vraiment une pédagogie qui était compliquée à faire. Donc ça fait une dizaine d'années effectivement qu'on en parle. On a commencé, on était les pionniers effectivement à l'époque. Beaucoup de gens disaient pourquoi vous voulez mettre ma paye, ma comptabilité, mon ERP dans le cloud? Il est chez moi, ça marche bien. Aujourd'hui, en fait, les revenus récurrents du cloud et de la maintenance, c'est pratiquement 80% de notre chiffre d'affaires. C'était à peu près 30 ou 40% il y a 4 ans. Donc on voit bien une grosse accélération. On vend plus de licences, on vend que des solutions cloud aujourd'hui, et avec des croissances relativement fortes. Et on voit bien que ce qui est en train d'arriver, la distanciation, le fait que les gens travaillent en home office, ça a créé aussi une grosse pression sur la sécurité au niveau des entreprises. Ouais. Puisque les gens travaillent avec leur matériel depuis chez eux, pas forcément avec du matériel de l'entreprise. Et dès qu'on est dans un environnement cloud, la sécurité, elle est inhérente à l'environnement cloud. Et c'est pas que nous, Nous, on en met, mais aussi nos prestataires comme Microsoft ou IBM en mettent. Et ça, c'est vraiment un coup d'accélérateur qu'on a connu. Ouais. L'image que moi, je prenais assez régulièrement à un moment, c'est un peu comme si vous mettiez l'argent sous votre matelas, quoi. Ça ne vous viendrait pas à l'idée. Il est bien plus en sécurité dans une banque. C'est à peu près la même chose pour vos données. Même si, pour beaucoup, c'est compliqué, tu as quand même l'impression que sur ton disque dur, sur ton serveur... il y a quelque chose physiquement. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de physique. Oui, c'est vrai. Il y a une petite appréhension de dépossession à un moment donné, mais on a tellement de clients qu'on fait le saut. À la fin de l'année, 100% des cabinets d'expertise comptable de Cegid seront dans le SaaS. Et 100%. Est-ce que Cegid, entreprise de taille intermédiaire française, peut en faire un élément de souveraineté ? Est-ce que c'est quelque chose qui pèse, ça, dans le choix de vos clients? Oui, alors on travaille des fois à l'administration, des fois, effectivement, il y a des données sociales ou fiscales qui sont sensibles. Donc, en fait, on a des partenariats avec Microsoft dès qu'on a besoin de faire des déploiements internationaux, comme par exemple dans le retail, où il faut des pods un peu partout dans le monde. Et puis, lorsque c'est des éléments liés qui touchent de près ou de loin à la souveraineté, en tout cas, on voudrait bien que ça reste en France. On a effectivement notre partenariat avec IBM, où les serveurs sont en France, pas très loin d'ici d'ailleurs, avec des salariés français. Et ça permet de jouer avec les deux. Non, mais moi je me demandais très prosaïquement si c'était un atout commercial. C'en est un, mais on se rend compte qu'en fait, il y a une vraie reprise en main des États sur le cloud, et sans même parler de cloud souverain, il y a sur la protection des données des consommateurs ou même des collaborateurs, il y a une vraie protection qui est en train d'arriver. Il est impossible de sortir des données de consommateurs russes en dehors de la Russie. Donc, quand vous venez avec votre offre cloud mondiale, il va falloir à un moment donné qu'on réfléchisse à ce genre de choses. Ou bien, par exemple, la Chine a passé une loi il n'y a pas très longtemps où, pour être acteur du cloud, il faut être détenu à 51% par quelqu'un qui est chinois. Donc, même Microsoft n'y est plus en direct. Donc, nous aussi, il faut qu'on s'ajuste
pour continuer à délivrer du service auprès de nos clients. Mais vous y êtes, Pascal, parce que, alors il se trouve, et je le dis en toute transparence, Cegid est un de nos partenaires de Bismart, d'ailleurs, je tiens à t'en remercier, un de nos tout premiers clients. On fait, grâce à vous, une émission passionnante sur la digitalisation, et notamment la digitalisation du retail, mais vous avez un cloud en Chine, j'ai appris Donc ça. on en a un en Chine, on en a effectivement à San Diego, à Dublin, on en a un peu partout, en fait. On est obligé de répliquer. Mais oui, mais c'est la force des entreprises de taille intermédiaire, tu comprends? C'est ça que je trouve très... Tout à fait. On a une vraie agilité. On va relativement vite. On a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Parce que c'est pas facile. Et on essaye pour elles non seulement d'appréhender ces problématiques technologiques qui sont pas faciles, les problématiques de sécurité, de données, mais aussi de compliance au niveau... Enfin, les lois dans tous les pays changent tout le temps. Ouais. On parle souvent des lois françaises qui changent beaucoup sur le social ou sur le fiscal. C'est vrai dans tous les pays. La complexité est vraie quel que soit le pays. Et nous, on doit appréhender ce genre de complexité. Et ça aussi, on a découvert à l'occasion de cette crise que c'était un atout pour le cloud, parce que l'ensemble, là encore, un chiffre que j'ai appris grâce à Cegid, 1935 dispositifs d'aide différents existent pour les entreprises depuis le début de cette crise. Non, mais et ça, si tu n'es pas dans le cloud, tu ne peux pas remettre à jour. C'est très très dur. Et on parle par exemple de la paye. Si on n'est pas dans le cloud, c'est extrêmement dur de faire ces mises à jour qui arrivent tout le temps en temps réel. C'est-à-dire qu'il faut les appliquer. Elles sont pas encore, même des fois, elles sont même pas encore publiées. Et il faut déjà, les clients disent non, mais je la veux sur mon système pour faire les payes du mois avec la nouvelle réglementation. Donc en fait, il y a une accélération dans le temps que seul le cloud auquel le cloud peut répondre, et nos solutions dans le cloud répondent. Un mot sur le retail, parce que là aussi, c'est des choses quand même très intéressantes. Là, on s'est rendu compte, on l'a raconté ici, des magasins qui n'avaient même pas l'adresse mail de leurs meilleurs clients et qui, au moment où ils étaient fermés, ne pouvaient même pas leur envoyer des petits messages commerciaux de temps en temps, etc. Là, il y a une prise de conscience. Là, il y a une prise de conscience, et surtout, ce qui est en train de se passer, c'est que les magasins, puisqu'on équipe 70 000 magasins dans le monde, deviennent en même temps une plateforme logistique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de diversifier leurs fonctions. Ce n'est pas uniquement de montrer ce que le magasin a en stock et de vendre à des clients. Ça fait partie de l'expérience client dans son ensemble et ça fait partie de l'économie globale de nos retailers. Ça permet de réduire le footprint au niveau écologique, plutôt que d'aller envoyer en permanence de partout. Chaque magasin est un mini-stock et il s'échange des données avec l'omnicanalité, avec nos solutions. Un magasin, c'est en permanence où sont les produits ailleurs dans les magasins ou dans les différents entrepôts. Et parfois, ce que tu cherches, il est en fait dans le magasin à côté de chez toi. Exactement. Il n'y a pas besoin de le faire venir d'un entrepôt qui est à 50 bornes. Un endroit, je dis je vais aller le prendre à tel autre endroit. By the way, j'avais commandé sur Internet. Est-ce que, en fait, au lieu de me le faire livrer chez moi, est-ce que je peux pas le prendre dans le magasin? Et tout ça, ça participe à l'économie de façon générale, à l'accélération de l'économie, à l'amélioration de l'expérience client, mais aussi à réduire notre footprint au niveau green. Oui, non, mais ça, je comprends réduire l'empreinte environnementale. Mais avant ça, il y a à survivre, si tu veux, pour les magasins et pour le retail aujourd'hui. Ça va être ça la question. Et donc pouvoir dynamiser l'ensemble de ma relation commerciale, pouvoir faire des propositions de manière beaucoup plus fine, ça c'est des éléments que tu permets quand même, qui vont être très importants dans le redémarrage. Et on écoute aussi beaucoup, on a pas mal de marques de luxe qui sont très très en avance sur ce genre de choses. On travaille énormément avec nos clients en amont, on les écoute beaucoup, là où ils vont, là où ils voient le retail demain. Et ça nous permet, nous, de mettre ça à l'intérieur de nos solutions pour pouvoir servir le plus grand nombre. Dans la stratégie de Cegid, là, alors il y a pas mal d'acquisitions d'ailleurs, voilà, ça... Faudra me réinviter, je pourrais en parler beaucoup plus. Non, mais non, mais je vais pas te demander lesquelles, etc. Et puis en plus, c'est souvent des petites boîtes, tout, bon, bref. Mais la stratégie, justement, la vision, c'est quoi? Quelle brique est-ce qu'il faut aujourd'hui aller chercher pour être plus efficace? Donc on pense vraiment, avec ce qu'on a construit sur les 3/4 dernières années, que Cegid aujourd'hui, c'est une base extrêmement solide pour créer un champion français au niveau des applicatifs du SaaS. Donc on va consolider effectivement en France, mais aussi en Europe et dans d'autres pays, un certain nombre d'acteurs pour accélérer
le développement de Cegid. Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs qui nous aident de ce côté-là et on va continuer. Donc, c'est pour faire de la conquête client, finalement, la première des stratégies. Client, tout à fait. Voilà, et on a réussi quelque chose en très peu de temps. On a mis une très grosse partie de nos clients dans le SaaS. Il y a beaucoup d'éditeurs qui en sont à leur prémisse aujourd'hui de toutes ces migrations. On a un vrai savoir-faire et on pense qu'on est capable d'aider ces entreprises à les servir ses clients. Donc, dans quel domaine ? Eh ben, dans les domaines que l'on sert, que ce soit la paye, les talents, que ce soit le retail, que ce soit le RP, sur le marché d'expertise comptable. Et en fait, il y a beaucoup d'offres de techno qui sont en train d'arriver entre le data et la machine learning. Et ça nous intéresse énormément. On est en train de révolutionner comment les entreprises vont travailler. On parlait de digitalisation de pièces, c'est bien de digitaliser la pièce, mais si elle peut être reconnue en automatique et imputée automatiquement dans les différents logiciels, sans intervention humaine, et c'est ce qu'on est en train c'est ce qu'on propose là en ce moment à un certain nombre de professionnels, c'est juste, ça révolutionne complètement le rapport que l'on a avec tous ces flux physiques ou digitalisés. Même si ça reste... Et je le sais, pour être au contact vraiment d'énormément d'entreprises, un colossal point d'interrogation. C'en est un. C'est-à-dire, aujourd'hui, machine learning, intelligence artificielle... Là aussi, pardon, j'ai une formule que j'aime bien, c'est comme le sexe adolescent, c'est-à-dire tout le monde en parle, personne ne le fait. C'est vraiment, ça commence quand et quel est le numéro de téléphone, quoi ? J'ai pas parlé d'intelligence artificielle, je me méfie aussi de ces mots-là. C'est ça, pour l'instant, machine learning. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a développé des solutions qui apprennent, et c'est les utilisateurs qui apprennent ces solutions à répéter la façon dont l'utilisateur les utilise. Et une fois que la solution sait, elle va le faire beaucoup plus vite et elle va apprendre en le faisant. Donc, ces outils de machine learning, ils sont un peu lents sur les premières semaines et les premiers mois. Et dès qu'ils ont tout le savoir qui a été rentré, ils vont à une vitesse incroyable. Et d'après ce que tu dis, c'est dans le retail que tu as l'expertise comptable, tout ce qui manipule beaucoup de données, tout ce qu'on est en train de faire au niveau des flux bancaires. Il y a énormément d'intelligence sur les flux bancaires. C'est peu utilisé par les petites entreprises. On met à disposition là, des outils qui permettent de faire une prévisionnelle de trésorerie en rapprochant ce qu'il y a dans les comptes bancaires de ces petites entreprises avec ce qu'il y a dans les dossiers qui sont soit dans les centres de gestion, soit au niveau de l'expert comptable. Et en mettant ces informations ensemble, ce que personne n'avait fait jusqu'à présent, en mettant de la machine learning, on est capable de mettre de la prédictibilité dans le flux de trésorerie de la TPE. Et ça aussi, c'est alors une directive quand elle est passée, et qui est celle qui, en fait, instaure et nous rappelle que vos données bancaires vous appartiennent à vous, et que la banque doit les communiquer à des partenaires comme Cegid à partir du moment où vous êtes d'accord pour qu'elles soient communiquées. Ça ouvre un champ de business qui est un champ absolument considérable. Donc nous, on pense que la donnée, elle est à l'utilisateur et elle est à tout le monde. Personne ne devrait être propriétaire de la donnée à part l'utilisateur. Oui, voilà. Moi, je suis propriétaire de ma donnée. Mais il ne peut pas y avoir une entreprise ou une instance qui dit non, mais ces données-là, elles sont à moi, que j'ai collecté d'autres clients. Je pense que c'est un bien... Même pas à Cegid. Non, c'est un bien public. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec nos amis experts comptables sur ces notions de data lake et de mettre ensemble un certain nombre de données de ses clients et que chacun puisse aller les exploiter. Certes, nos logiciels vont aller taper à l'intérieur pour aller faire de l'analyse prédictive, mais les données ne nous appartiennent pas. Nous appartiennent. Et donc tu peux les ouvrir, y compris à tes concurrents ? Non, mais à ce moment-là, quand on va les taper sur ces données-là, c'est souvent des données qui sont soit dans les cabinets d'expertise comptable, soit chez les clients. Elles ne nous appartiennent pas. On est gardien, quand on les a sur nos serveurs, on est gardien de ces données-là. On n'en a pas la propriété. Ouais. Donc c'est le client qu'on a la propriété. Un dernier point sur lequel tu insistes beaucoup, Pascal, les nouveaux outils conduisent à travailler différemment, c'est-à-dire c'est la formation. Ouais. Ouais, donc il y a un vrai changement et je comprends que à ce niveau-là, tous ces mots, où est-ce que je téléphone sur l'intelligence artificielle, ça peut décontenancer. C'est vrai que il y a une grosse partie des tâches qui étaient faites manuellement et d'un seul coup, ces tâches manuelles, il y en a une partie qui sont faites automatiquement. On a l'impression que c'est une boîte noire. On ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus vraiment quel est son rôle. Et donc, on a un accompagnement fort, que ce soit des cabinets d'expertise comptable ou de nos clients, dans tous ces changements, parce qu'il y a de la valeur ajoutée à les prendre sur ce niveau d'usage
mais pas s'accrocher aux usages anciens qui sont en train d'être complètement automatisés. C'est ça, c'est pas faire la même chose avec du digital, c'est vraiment faire autrement. Ouais. Et d'ailleurs, on le dit beaucoup aux entreprises et aux cabinets d'expertise comptable, si vous prenez ces outils de collaboration et des outils qui vont digitaliser, c'est un change. Il faut manager le changement à l'intérieur de vos entreprises ou de vos cabinets. C'est pas parce que vous allez installer un nouveau système, un système Cégide, que d'un seul coup, le cabinet va devenir digital ou l'entreprise va devenir digitale. C'est pas vrai. C'est une condition essentielle, mais il faut qu'il y ait un projet d'entreprise. Il faut que l'entreprise parle à ses clients, parle à ses fournisseurs, parle à ses collaborateurs. C'est un changement global de ces processus. Pascal Houillon, le patron de Cégide, était notre invité sur Bismart. On termine en philosophant un peu.